essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Bonjour Alex. Bon, alors, est-ce qu'on aura une entente d'ici ce soir? Là, t'as entendu aussi les commentaires de Christopher Skeet. Oui. Et c'est intéressant l'exercice que t'as fait aussi. T'as comparé un peu le discours de différents premiers ministres à travers le Canada. Ben écoute, je trouvais que le Québec, on avait une position, disons-le, singulière, là, tu sais, un peu là, puis tout ça. Puis j'étais comme, est-ce que c'est juste moi ou c'est comme un peu insupportable cette posture-là? Fait que je suis un peu allé à la recherche des réactions suite au fameux appel d'avant-hier avec l'administration Carney pour voir un peu qu'est-ce que disaient les autres. Écoute, c'est quand même assez étonnant. Puis je t'avouerais que les trois grandes provinces, là, on va se le dire, tu sais, tout ça, là, c'est la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. Ouais. Le Québec fait un peu cavalier seul. La Colombie-Britannique a émis un communiqué relativement laconique où il réitère Team Canada. Tu sais, on va se plier à la décision, puis ultimement, tu sais, ensemble, nous sommes plus grands, etc. Donc, David Abbey joue la carte canadienne. Puis c'est drôle parce que David Abbey, c'est quand même un néo-démocrate. Puis ça, j'ai aussi fait cette analyse-là, très brève. Mais ensuite, t'as Doug Ford qui dit rien. Et ça, je t'avoue que ça me garoche un peu à terre parce que Doug Ford, c'est pas dans son habitude. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a une extinction de voix lui aussi, mais c'est quand même bizarre. Le Capitaine Canada, le Crown Royal, la casquette, le tu sais Canada is not for sale. Soudainement, il ne dit rien. Mais encore une fois, je réitère que dans une posture de négociation comme celle dans laquelle on est actuellement au Canada, c'est possiblement la meilleure stratégie, ne rien dire, parce que à l'inverse de ces deux-là qui jouent un peu plus aux adultes, t'as Christine Fréchette, Christopher Skeet qui évidemment communique beaucoup en ne disant somme toute pas grand-chose, mais qui se sentent obligés de commenter le vide. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à l'autre extrême du spectre, t'as Wab Kinew, qui est le premier du Manitoba, qui lui a un peu remplacé Doug Ford hier dans la journée et qui va là en se tapant le chest là en disant, tu sais, il traite Donald Trump de taco, puis il dit que le Canada est en une position de force pour négocier, ce qui, si tu veux, mon avis, est pas tout à fait le cas. Mais tu sais, il se la joue là, vraiment, là, tu sais, il faut leur rentrer dedans, puis puis on cédera pas un pouce, etc. Puis il a dit notamment une chose, moi, qui m'a un peu surprise, et là, tu sais, je suis essayé de fouiller pour comprendre. Il dit qu'apparemment, lors de l'appel qui aurait eu lieu avant-hier entre tous les premiers ministres des provinces, Mark Carney aurait supplié, ou presque, les provinces de remettre l'alcool sur les tablettes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que M. Kinew a dit hier a été démenti par deux autres premiers ministres des provinces, Tim Houston en Nouvelle-Écosse et Tony Wakeham, qu'on connaît maintenant mieux au Québec, le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador. Donc, ce que je sens, en tout cas, pour résumer, c'est qu'il y a quand même d'importantes divergences dans les stratégies qui sont déployées par les uns et les autres. Et ce qui est quand même particulier, c'est que tu as un néo-démocrate en Colombie-Britannique, un conservateur en Ontario qui, eux, jouent la game. Et entre nous, bon, la CAQ, on dira ce qu'on voudra, ça ressemble quand même un peu au Parti libéral, là, comme tu sais dans l'échiquier gauche-droite. C'est celui qui est le plus en dissensus avec la ligne droite vers Ottawa. Et après ça, tu as Monsieur Houston, dont je parlais, qui est aussi un conservateur, qui lui joue la... C'est comme les alliances n'ont comme plus aucun sens dans ma tête. Et donc là, on tombe dans le spectre plus politique qu'économique. Mais j'ai trouvé quand même cette analyse hier, puis j'invite tous les Québécois qui s'intéressent à tout ça à le faire. Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire-là. Et il y a plein de provinces qui craignent évidemment d'avoir des impacts négatifs, mais aussi qui ont des cartes à jouer, notamment l'alcool, notamment l'automobile, notamment d'autres biens. Évidemment, au chapitre des absents absolus, t'as Danielle Smith, parce que elle, comme l'analyse l'avait démontré, 1% de ses exportations sont visées par les nouveaux tarifs, donc elle a pas qu'elle en a rien à foutre. Et évidemment, l'Alberta exporte 4 millions de barils par jour vers les Américains, puis vu le prix du gaz actuellement, tu penses-tu que Donald Trump va mettre un tarif sur le pétrole albertain? Je mettrais un petit 2 là-dessus. Et Christopher Skeet nous a quand même fait comprendre que ça allait pas taponner. Là. Si on décide de remettre les bouteilles américaines sur les tablettes, là, on sent que ça pourrait se faire quand même assez rapidement. On verra bien. Bon, parlant de la CAQ se servira de l'intelligence artificielle pour équilibrer le budget. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je sais pas s'il faut s'inquiéter. Tu étais avec Francélène Duranceau hier. Je sais que vous l'avez effleuré, mais là, c'est vraiment, là, on dit ça aujourd'hui, on explique. Bon, je veux pas casser du sucre sur le dos de personne. Puis,
moi. Ça serait mal de te connaître. Mais quand même, bon, tu utilises l'intelligence artificielle à l'occasion. Moi aussi. Puis tu sais, j'ai fait mon petit sondage, Olivier Guillet en régie et tout. On utilise tous l'intelligence artificielle. Sens-tu que tu travailles beaucoup moins, Alexandre Dubé, depuis que c'est arrivé dans ta vie? Je peux pas dire que je suis un mauvais exemple de ça. Là. Parce que tout le monde dit ça. On va mettre de l'IA. Puis tu sais, le Parti conservateur a mis ça dans sa plateforme, là, les 47 milliards d'économies. Là-dessus, il y avait un genre de magie IA qu'on allait sauver des milliards et des milliards. Dans les faits, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde adopte l'IA. Il faut s'abonner à ça. Il y a un coût net, là, mais bon, 20 $ par mois, ou les plateformes les plus avancées, 200 $ par mois par utilisateur. Mais l'enjeu, c'est que ça te crée de la job. Souvent, ça te permet de générer plein d'affaires. Moi, je me sens, depuis que c'est arrivé dans ma vie, je me sens quasiment dépossédé de mon temps. Il y a toujours des prompts à faire, des autres tâches que je pourrais accomplir. Et cette efficacité additionnelle, elle se traduit juste par plus de travail. Donc, je vois moins comment on traduit ça ultimement par une économie. Et si vous voulez un exemple quand même qui est frappant, la mecque de l'intelligence artificielle, c'est quand même les États-Unis. Ben, on apprenait hier qu'ils avaient franchi la barre des 40 000 milliards de déficit public. Je sais pas si l'IA fait des magies à quelque part dans le monde, mais pointez-moi vers ce pays, j'aimerais comprendre, parce que partout où ça passe, l'IA, ce que ça fait, c'est que ça ajoute des coûts majeurs. Je dis pas que ça n'a pas un impact sur la productivité, mais l'enjeu avec la productivité du service public, c'est ça se traduit jamais ou très rarement par des économies en matière d'effectifs ou en matière de dollars. Ça peut permettre de faire un meilleur service aux citoyens, de traiter certains dossiers un peu plus rapidement, mais somme toute, ça ne fait que souvent qu'emballer la machine davantage. Donc, ce gain magique là, de milliards de dollars, je vais quand même me permettre de mettre un petit bémol là-dessus ce matin, Alexandre. Merci beaucoup, Francis. On t'écoute dans le retour cet après-midi. Bonne dernière à toi, Alex. Ça a été un immense plaisir de te côtoyer tout l'été. Partagé. Salut.